sempre combattuti. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur IHT. Les RCFM pour suivre ce nouveau contraste réalisé en collaboration avec Corse Matin. Parmi les bouleversements qui ont touché la vie politique, il en est un qui revêt une signification particulière eu égard à l'histoire, c'est la disparition électorale du Parti communiste. Affaibli depuis longtemps au plan national, il gardait en Corse encore quelques forces à travers des figures emblématiques qui lui ont permis de maintenir une certaine représentativité. Mais 2017 lui a été fatal. Le dernier point d'appui à l'Assemblée territoriale a été emporté en décembre. Alors qu'en est-il aujourd'hui du Parti communiste? A-t-il encore un avenir? Et au-delà, celui de cette gauche en déshérence depuis que le macronisme triomphant a habilement brouillé idées, idéologies et structures partisanes. Alors pour évoquer cette nouvelle donne, mais aussi la situation politique de la Corse, nouvelle également, nous recevons aujourd'hui Michel Stefani, représentant du Parti communiste. Bonsoir Michel Stefani. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. Vous serez face à Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Winchiger de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Avant d'aborder les questions politiques, une question personnelle. Vous n'êtes plus élu à l'Assemblée territoriale. On sait souvent que c'est difficile pour un ancien élu de retrouver une activité professionnelle. Est-ce que vous en avez retrouvé une ou vous êtes encore permanent responsable politique du Parti communiste? Je suis effectivement toujours permanent du Parti communiste et j'ai sur ce plan une activité encore assez importante puisque l'actualité politique en Corse, et pas qu'en Corse, vous le savez, est quand même assez dense. Et donc, je suis toujours en fonction et je m'occupe de ce point de vue. Et le Parti communiste peut encore se le permettre d'avoir un permanent? Parce que j'imagine que vous avez des difficultés financières, il y a moins de rentrées à partir du moment où vous n'avez plus d'élus. Bien, les élus reversent effectivement, c'est un principe chez nous, leurs indemnités. Il y a moins d'élus. Il y a moins d'élus, donc nous avons effectivement des difficultés financières, mais pour l'instant, nous sommes encore en capacité, je dirais, d'exister. Alors l'actualité cette semaine, elle est nationale avec le mouvement de grève des cheminots qui est massivement suivi, qui crée des perturbations très importantes, notamment en région parisienne. Alors au-delà de ce conflit, il y a une multiplication des mouvements sociaux, que ce soit dans les EHPAD, les hôpitaux, l'EDF, chez les éboueurs et même jusqu'aux universités. Mais ce mouvement social est assez disparate. On imagine que vous souhaitez, vous, la convergence de toutes ces luttes. D'abord, alors deux questions. Est-ce que vous la croyez possible, cette convergence? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout cela se cristallise? Je constate à ce moment que cette convergence est naturelle, mais ce qui est intéressant, c'est d'examiner pourquoi il y a autant de luttes, de conflits à travers le pays. Il y a une exaspération et une colère qui montent de toutes parts. Vous le disiez, les universités, les hôpitaux, les EHPAD, les aides à domicile, la SNCF, EDF, de nombreuses entreprises du privé, du commerce et de la grande distribution. Il y a, face à la politique qui est mise en œuvre par Macron, qui est ouvertement une politique faite pour les riches, sans revenir sur l'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune, nous voyons aujourd'hui dans ce pays que les entreprises du CAC 40 engrangent près de 93 milliards de profits, distribuent 40 ou 45 milliards de dividendes aux actionnaires et par ailleurs, on tape sur les retraités avec la hausse de la CSG, on fait pression sur les salaires, on annonce la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Bref, il y a véritablement une politique aujourd'hui qui fait mal aux travailleurs et au peuple et cela a une raison essentielle, c'est qu'effectivement ce gouvernement et Emmanuel Macron mènent une politique pour la finance et pour les riches. Et vous pensez le faire reculer? Vous pensez que s'il y a convergence des luttes, ça pourra le faire reculer? En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rassembler, d'agir et les organisations syndicales font la démonstration. Qu'il y ait cette convergence? Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que là, on sent des mouvements un peu partout, mais il n'y a pas de rassemblement, visiblement. Vous avez remarqué, ce qui a surpris d'ailleurs le gouvernement, c'est que les cheminots ont fait le choix d'une mobilisation assez inédite dans la forme, qui témoigne à la fois de l'objectif qui est le leur, donc de négocier avec le gouvernement et d'apporter des propositions pour engager ce qui doit être fait pour défendre le service public ferroviaire
le promouvoir et le développer dans notre pays. Et nous voyons aujourd'hui d'autres entreprises importantes comme EDF qui vont rentrer dans le mouvement avec ce même type, je dirais, de contestation organisée. Avec une grève perlée sur le temps. C'est pas une grève perlée à proprement parler. C'est une grève qui contrarie les usagers, en tout cas. C'est ça ? C'est une grève qui est un appel à la négociation réelle avec le pouvoir pour la défense des services publics dont nous avons besoin dans ce pays. Vous pensez qu'une grève pourrait être... Bon, le temps n'est peut-être plus au grand défilé unitaire dans la rue, hein, on l'a vu, mais vous pensez qu'une grève pourrait être efficace, elle doit contrarier le service public, gêner les usagers qui deviennent... Je vous fais remarquer que nous étions le 22 mars quelques 450 000 dans les rues, à travers tout le pays. Ça n'est pas négligeable. On l'avait pas vu sur la réforme du corps du travail, il n'y avait pas eu des grandes manifestations. Oui, mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. On peut regretter qu'à ce moment-là, sur le code du travail, la mobilisation n'ait pas été suffisamment puissante pour empêcher la casse de ce qui constitue la protection des travailleurs dans les entreprises. Mais aujourd'hui, nous sommes sur... je dirais autre chose, dans un contexte qui a évolué. Je disais tout à l'heure, l'exaspération et la colère sont partout. Et manifestement, il y a une... Partout, Michel Stéphane, mais pardonnez-moi, sauf en Corse. Pourquoi cette mayonnaise sociale, cette coagulation des luttes ne prend pas chez nous ? Alors, je crois qu'il faut regarder ce qui s'est passé le 22 mars, y compris en Corse. Et moi, j'ai vu à Bastia beaucoup de retraités, de fonctionnaires se mobiliser le 22 mars. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que grèves, hein. Par exemple, rien ne bouge à l'Université de Corse, rien ne bouge au CFC. Bon, c'est vrai que les agents ici n'ont pas le même statut que les agents de la SNCF, mais pour l'instant, il n'y a pas de grève, il n'y a de nulle part. Ça mérite débat, y compris sur cet aspect, ça prendrait du temps, mais les cheminots en Corse sont calés sur le RH77, donc ce qui est à peu près le même statut que celui des cheminots. Et je vous fais remarquer qu'il y a 3 ans... en tout cas, il n'est pas en danger, ce statut. Il y a 3 ans, Jean-Félix Aquavive a trouvé que les chemins de fer de la Corse coûtaient trop à la collectivité. Donc, il y a un gros déficit, non, mais on ne parle pas de déficit. Il y a une compensation qui est versée à la société pour exécuter un service public que la collectivité a souhaité comme cela, avec des obligations de service public. Donc il y a manifestement nécessité de verser une compensation pour que ce service public soit fait dans de bonnes conditions. C'est ce que fait la collectivité. Mais vous avez raison, personne n'est à l'abri dans le contexte actuel d'austérité. Mais le problème, on parlait de cristallisation, d'absence de cristallisation de ces combats. Est-ce que, finalement, pour vous, pour la gauche, le problème n'est pas, et pour le mouvement social, qu'il n'y a aucune traduction politique de ce mouvement. Aujourd'hui, on ne voit pas l'alternative se constituer face à la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que, finalement, le problème, il n'est pas là ? C'est une question essentielle. Comment on arrive à un débouché politique sur... je dirais, ce mouvement social qui se développe. En tout cas, aujourd'hui, pour ce qui est du Parti communiste, nous nous efforçons effectivement de créer toutes les convergences nécessaires pour que ce mouvement et sa dynamique prennent de l'ampleur. Convergence, qui concerne convergence avec qui ? Avec les syndicats ou avec d'autres forces de gauche ? L'objectif n'étant pas de récupérer de manière partisane ce qui se passe dans le pays, mais de créer les conditions pour que dans l'immédiat, sur la réforme de la SNCF, eh bien, le gouvernement ne puisse pas passer ce qu'il souhaite. Et ensuite, je dirais, à partir de là, avoir un point d'appui pour aller beaucoup plus loin. Et donc, on a un objectif premier, c'est de réussir la mobilisation et de faire en sorte que le gouvernement soit mis en échec sur cette politique. Alors on aborde la situation politique de la Corse, elle n'est pas très différente de celle du plan national finalement, avec cette semaine la déclaration d'Édouard Philippe qui a confirmé l'inscription de la Corse dans la Constitution, mais sans beaucoup plus de précision. Visiblement, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'on ne respecte pas finalement un vote des électeurs corses ?
Comme d'autres électeurs, comme au temps de Maastricht, je vous fais remarquer qu'un électeur sur 2 n'est pas allé voter au dernier scrutin qui était présenté comme un scrutin historique. Quasiment comme pour les élections législatives ou présidentielles. En même temps, lors de ce scrutin, ce qui a été développé, je dirais, essentiellement, c'est la nécessité de passer à une 5e réforme institutionnelle en Corse. Donc, ça n'était pas l'objet du scrutin lui-même, puisqu'il s'agissait de mettre en place la nouvelle Assemblée de Corse dans le cadre de la collectivité unique. Et nous avons vu, effectivement, beaucoup d'électrices et d'électeurs ne pas se rendre aux urnes, et en particulier dans les quartiers populaires. Si on regarde certains bureaux de vote et d'Ajaccio, c'est la pierre dans le jardin de la démocratie, plus que chez nous. On a vu aussi qu'on n'a pas vu aussi beaucoup d'électeurs se mobiliser pour les forces de gauche, et la vôtre en particulier. Là aussi, sinon vous seriez présent dans les... je trouve que vous avez une façon de présenter les choses qui est un peu particulière. Dernièrement, vous receviez ici Paul Félix Benedetti. Paul Félix Benedetti et Corinne Front ont fait 1200 voix de plus que nous. Nous avons tous les deux passé la barre des 5%. Et pour nous, avec 1200 voix de moins, c'est un échec qui nous condamne à disparaître. Pour lui, avec 1200 voix de plus, parce que vous étiez présent. C'est un avenir. Vous étiez présent depuis toujours. Eux, ils n'y étaient pas. Oui, lui aussi siégeait. Il reste des nationalistes à l'Assemblée de Corse, mais il n'y a plus de force de gauche, il n'y a plus de communistes. Mais là, vous posez un réel problème. Et d'ailleurs, on le voit dans les débats aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, l'absence du courant antilibéral que nous représentions avant se fait sentir douloureusement, me semble-t-il. Mais pour revenir à la réforme donc, qui a été présentée, en tout cas le projet de réforme des institutions qui a été présenté cette semaine par Édouard Philippe, on a l'impression que la montagne a accouché d'une souris. La Corse aura bien sa place dans la Constitution, mais pas de pouvoir législatif, pas d'autonomie. Qu'en pensez-vous? Ça vous satisfait? Vous étiez plutôt contre. Nous considérons que l'autonomie de gestion sans la solidarité nationale, c'est une impasse totale. Et ce qui était proposé donc, par la majorité régionale et bien entendu d'autres élus, puisque j'ai vu que le groupe de Jean-Charles Orsucci s'était associé à la motion donc, de l'exécutif, eh bien, partage, je dirais, cette appréciation aujourd'hui. Donc nous sommes en désaccord de ce point de vue, mais s'ajoute à ça le fait que non, mais je vais revenir après sur la réforme, parce que dans ce fourre-tout constitutionnel et institutionnel que le gouvernement veut mettre en place, on file la Corse en quelque sorte. Donc c'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Et donc je pense que... Est-ce que ça vous convient que la Corse soit inscrite dans la Constitution, même si on ne connaît pas exactement le contenu? Elle y est déjà. Et je crois qu'on ne peut pas, je dirais, bafouer l'histoire. Pas de façon spécifique comme ça. Il y a deux événements particuliers qui font que la Corse est une région métropolitaine. 1789 et 1943. Et donc, à partir de là, je dirais... Il y a eu des évolutions depuis, quand même. Important, oui, mais c'est important par rapport à la question de la solidarité nationale. L'autonomie de gestion sans la solidarité nationale, c'est la certitude que la Corse ira vers des jours sombres. Pourquoi ? Eh bien, regardons ce qui est aujourd'hui lorsqu'on parle de solidarité nationale. Si nous prenons par exemple la compensation des surcoûts de production énergétique, c'est 250 millions d'euros. Si on prend l'éducation nationale, si on prend la protection sociale et la santé des hôpitaux. D'accord, mais est-ce que dans certains domaines, il ne faudra pas adapter la loi parce que la Corse est une île, parce que les conditions économiques, démographiques ne sont pas les mêmes que dans le Nord ou en région parisienne? Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter les lois à ce moment-là? Si, comme nous l'avons vu, il s'agit d'obtenir des droits politiques différents, ça pose un problème avec le statut de résident. Et ce qui pourrait s'en suivre, puisque nous l'avons entendu, du point de vue du Code du travail, du point de vue de la citoyenneté, etc., etc. Donc il y a là aussi, je dirais, dans la revendication qui a été portée par la majorité régionale, un blocage qui était
évident et qui devait apparaître à un moment ou à un autre. Alors vous dites, la réforme telle qu'elle est prévue n'apportera strictement rien de nouveau au territoire. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de temps sur cette question-là et qu'il y a peut-être d'autres chantiers qu'on aurait pu ouvrir sous la nouvelle collectivité. Il va falloir sûrement une période d'apprentissage déjà pour embrasser, je dirais, l'ensemble des compétences qui aujourd'hui sont celles de cette collectivité unique. Et donc, de ce point de vue, il eût été préférable, en effet, qu'elle se mette, je dirais, au travail d'arrache-pied sur la mise en œuvre des compétences qui sont les siennes, sans se précipiter, comme on l'a vu, dans la recherche d'un nouveau statut. Mais ce retour en force de l'État, on l'a vu à travers les déclarations du préfet, les déclarations du président de la République, bien sûr. Maintenant, le nouveau PUI, éventuellement un nouveau plan, mais qui serait diligenté directement par les services de l'État. Est-ce que ça vous convient? Ça, c'est un retour à avant 81, quasiment. C'est aussi, je dirais, à prendre en compte. Aujourd'hui, Macron mène sa réforme et on voit que c'est plutôt qu'un progrès démocratique, un retour vers les principes un peu de la monarchie. C'est une gouvernance très verticale dans les choses. Oui, et je pense que cet aspect des choses a été négligé par la majorité régionale. Aujourd'hui, vous avez une concentration des pouvoirs localement sur les intercommunalités et les régions. Et bien entendu, dans le cadre tel qu'il est organisé aujourd'hui institutionnellement dans notre pays, il y a le pouvoir du président de la République, bien entendu. Face à cela, vous avez aujourd'hui des régions dans notre pays qui pèsent autant que des États européens. Donc ça pose un problème de gouvernance, je dis bien dans le cadre de ce qu'est... la République aujourd'hui. Oui, la Ve République. Et face à la Commission européenne omnipotente et à son président. Donc il faut un retour en force de l'État, non, ce que vous dites. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a la question de l'équilibre des pouvoirs qui est posée dans cette réforme institutionnelle qui va priver le Parlement de beaucoup, je dirais, de ses capacités pour élaborer la loi démocratiquement, puisqu'on veut réduire les fonctions des parlementaires. Donc on est face à une réforme institutionnelle qui reste dans le prolongement de ce qui a été fait précédemment avec la création de ces grandes régions européennes dans notre pays. Et donc la mise en concurrence des territoires qui suit derrière. C'est un projet qui reste un projet en même temps très libéral. Alors, le paysage politique corse, je le disais en début d'émission, a été grandement modifié. La gauche, en tant que force politique, a disparu de l'Assemblée territoriale, même s'il reste des individus qui sont clairement identifiés à gauche. Alors, le Parti communiste, lui, a sombré, peut-être définitivement, vous allez nous le dire. Ce qui frappe chez vous, c'est quand même qu'il n'y a pas eu, à l'externe en tout cas, à l'extérieur, d'autocritique de cette défaite. Il n'y a pas eu d'autocritique de cette défaite. Nous avons... À l'extérieur. Nous avons, bien entendu, réfléchi à ce qui se passait dans notre région, puisque c'est une exigence politique, si on veut, bien entendu, coller à cette réalité pour, comme nous le souhaitons, la transformer. Et cela, bien entendu, dans l'intérêt de celles et de ceux qui ont besoin que des changements s'opèrent dans cette région. Nous considérons d'ailleurs, quand nous regardons la réalité, aujourd'hui, plus de 22 000 chômeurs, la cherté de la vie dans des proportions qui sont inégalées par rapport à ce qui devrait être la réalité, compte tenu des dispositifs qui existent dans notre région, eh bien, nous considérons qu'il y a besoin de comprendre ce qui se passe. Et nous avons, bien entendu, réfléchi à ce qui s'est passé. Alors, oui, sans doute... nous avons perdu beaucoup de temps dans la préparation et la constitution de notre liste. Nous avons travaillé... Ça, c'est très conjoncturel. Il n'y a pas une responsabilité qui remonte à plus loin. Par exemple, je pense au partage du pouvoir avec Paul Jacob, qui vous a un peu discrédité. Non. Si on examine le scrutin en lui-même, que je réponds à cet aspect des choses, ensuite il y a
il y a ce que vous dites. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé sur cette période-là, à la fois la mandature où nous étions dans la majorité régionale relative avec Paul Jacob, mais aussi le quinquennat de François Hollande. Il y a les deux qui... Il y a aussi des responsabilités propres de votre démarche politique. C'est pas toujours de la faute aux autres. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Avec le recul, vous diriez que vous avez eu tort de rentrer dans une majorité avec Paul Jacob. Ça a été une erreur politique pour vous, pour le Parti communiste? Je dirais simplement que nous y sommes allés dans les conditions politiques du moment, en sachant, bien entendu, puisque nous avions fait notre liste au premier tour, les limites de cet accord électoral. La question qui nous était posée en 2010, c'était de laisser en place la droite ou de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle majorité. Et nous avons considéré, compte tenu de ce qu'était l'expérience sur les 25 années précédentes, qu'il fallait donner la chance à une nouvelle majorité. Et la question sur de nombreux aspects, effectivement, ça nous a porté tort. Alors la question de 2010, c'était faut-il laisser la droite? Et la question de 2017, quelle était-elle pour vous? Ça, c'est important de le savoir. Quand vous vous associez à la France insoumise, enfin avec les péripéties que l'on connaît avec Mélenchon, mais quand vous associez avec eux, c'est quoi qu'il vous fait partir dans cette élection sous cette forme-là d'attelage? Nous avons fait le choix d'un rassemblement pour avoir une dynamique électorale qui soit porteuse et qui permette, parce qu'on examine les résultats électoraux, lorsqu'aux législatives vous avez 8 candidats, 4 FI, 4 PCF, que vous faites 9500 voix, vous savez que vous êtes dans des résultats électoraux qui vous mettent à la limite de la barre pour pouvoir être présent dans l'hémicycle, parce que nous avons dit d'entrée, pour ce qui nous concernait, que la liste que nous allions constituer serait une liste de premier et de second tour. En même temps, nous avions voulu entrer dans cette campagne en portant un message à la fois clairement à gauche, dans un paysage politique qui était complètement dévasté à gauche, et faire entendre ce message antilibéral nécessaire pour que soit prise en compte la situation de aujourd'hui. On l'a bien vu lors de cette élection, Michel Stéphanie. Vous ne cessez de dire que la Corse est médaille d'or de la pauvreté. C'est votre commerce de lutter contre les inégalités, contre l'injustice sociale, et pourtant vous ne capitalisez pas dessus. On a le sentiment que les communistes d'hier, notamment dans les quartiers populaires, ce sont les nationalistes d'aujourd'hui. Moi, dans les quartiers populaires, je ne vois pas beaucoup de forces politiques s'y déployer. En tout cas, au niveau des résultats, ce sont les nationalistes qui capitalisent. Au niveau des résultats, quand vous avez des bureaux de vote où il y a 68% d'abstention, c'est l'abstention qui gagne. Et toutes les forces politiques sont confrontées à cette difficulté. Vous ciblez par exemple Jean-Luc Mélenchon, avec qui les rapports sont devenus... Je parle du Parti communiste. Les rapports sont devenus conflictuels. Mais pourtant, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans les critiques extrêmement violentes qu'il a fait à votre égard? Parce que Mélenchon, à la présidentielle, il obtient quand même 21 314 suffrages. Oui. Quelques semaines plus tard, les candidats de la France insoumise et ceux du Parti communiste... 9 700 environ, 9 500. Oui, il en manque 12 000. Oui. Et ensuite, au mois de décembre, la même année quand même, lors de l'élection régionale, vous descendez à 6 788. Le problème, il n'est pas chez Mélenchon, il est ici. Bien sûr. Mais il est aussi chez Mélenchon qui a, si je puis dire, dans sa façon de communiquer, coupé les ailes en quelque sorte à la démarche que nous voulions initier ici, à la fois de rassemblement, porteuse d'un message politique à gauche, antilibéral. Pourquoi Mélenchon fait ça? Il fait ça parce qu'il a en tête sa stratégie au plan national, et il dit ne plus vouloir d'accord avec les formations politiques qui représentent la vieille gauche ou la gauche historique. Et bien entendu, lui, dans son cavalier seul, il souhaite, comme il dit, fédérer le peuple autour de sa personne. Et donc nous voyons bien qu'il veut substituer à la gauche un courant politique qui est le sien, dans des conditions qui sont
par certains aspects, on est d'accord sur la démarche de Mélenchon au plan national. Mais ici, est-ce que le Parti communiste ne doit pas faire son adjournament par rapport à la situation en Corse? Mais nous sommes en train de le faire, cet adjournament. Discrètement. Voilà. Non, nous préparons notre congrès, vous le savez. Nous avons décidé d'un congrès extraordinaire après les élections présidentielles et législatives. Il va avoir lieu fin novembre, donc 2018, et les communistes en Corse, bien entendu, participent à la préparation de ce congrès et réfléchissent à la situation politique et à leur propre situation en tant qu'organisation politique. Alors justement, il y a quelque temps, un manque alternative a tenu une réunion à Corté pour jeter les bases d'une refondation de l'ensemble de la gauche, a fait un appel au rassemblement. Deux questions, comment est-ce que vous y répondez et comment vous, au Parti communiste, vous voyez cette refondation? Nous avons déjà répondu à manque alternative, à Corse Insoumise, à Ensemble, et nous sommes bien entendu ouverts à tout ce qui peut être fait dans la période actuelle, a fortiori, puisque nous le voyons, il y a nécessairement besoin de trouver un débouché politique, d'ouvrir une perspective lorsqu'il y a tant de mobilisation pour porter la volonté de changement de politique dans ce pays, et y compris en Corse. Donc oui, nous devons travailler à ce que ce rassemblement des forces politiques de gauche et antilibérales s'opère. Jusqu'où ? Jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller jusqu'aux radicaux, jusqu'aux socialistes, enfin ce qu'il en reste? Ou est-ce que l'union de la gauche, aujourd'hui, c'est quelque chose qui appartient définitivement au vieux monde? Non, mais vous savez, on verra ce que donne le PS, mais il y a beaucoup, je dirais, de militantes et de militants de gauche, anciens du PRG, anciens du Parti socialiste, qui s'interrogent sur la façon dont on pourrait, dans cette région, reconstruire quelque chose à gauche. La question, c'est bien entendu le contenu politique. Et nous, créer un mouvement propre en Corse. Gauche, comme veut le faire Laurent Marcangeli à Ajaccio. Je pense qu'il faut d'abord respecter la diversité, ce que nous sommes les uns les autres. Nous restons, malgré ce qui a été dit tout à l'heure, une force organisée. Nous sommes implantés localement. En Corse du Sud, en Haute-Corse, nous avons des forces militantes qui sont capables de se mobiliser. Et nous disons que cette organisation-là, nous la mettons à disposition, bien entendu, de cette dynamique politique qu'il faut construire avec d'autres. Cette reconstitution, ce rassemblement, il ne peut s'opérer qu'à quelle occasion? Ce sont les élections, forcément, où il y a peut-être d'autres événements qui peuvent manifester l'existence d'une gauche qui regagne du terrain sur ce territoire. Est-ce que ça peut être à l'occasion d'un mouvement social ou autre chose? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Ou est-ce que vous êtes condamné à vous aligner à des élections et à essuyer peut-être revers après revers? Parce qu'on sait que c'est compliqué. La difficulté que nous rencontrons et qui nous a marqué, y compris ici, c'est qu'effectivement, il faut que la gauche se dégage du poids du social-libéralisme qui l'a conduit dans une impasse totale, notamment sur encore, c'est plutôt le radicalisme. Les 10 dernières années. Oui, mais c'est une force social-libérale. Bien sûr qu'on a été associé, mais avec l'objectif, pour ce qui nous concerne, de mettre en œuvre des choix politiques véritablement de gauche dans un rapport de force qui était ce qu'il était. Et là, on mesure l'intérêt qu'il y a à ce que les citoyens, les travailleurs se mobilisent et pèsent dans la bataille politique pour que, bien entendu, on réponde à leurs attentes sociales et populaires. Et par rapport à la République En Marche, alors je parle en Corse, entre le mouvement et les responsables, Jean-Charles Orsucci, François Hollande, sont des gens qu'on ne peut pas ne pas qualifier de gens de gauche. Le rassemblement irait jusque-là? Oui, mais je vous fais remarquer qu'il faut une politique de droite aujourd'hui. Et ils soutiennent cette politique. Je me souviens d'avoir été sur des plateaux aux élections législatives et ensuite pour les élections territoriales. Et de ce côté-là, on soutient la réforme du Code du travail avec ce que ça amène de reculs sociaux, la réforme de la SNCF, etc., etc. Donc la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches, et cette politique qui, en définitive, est faite exclusivement pour la financer les riches. Donc on peut être de gauche, mais quand on soutient une politique comme celle-là, il faut reconnaître que c'est une politique de droite. Donc nous
nous jetons l'anathème sur personne, mais nous faisons ce constat. Et dans la construction politique, bien entendu, nous souhaitons que, sans s'arrêter aux personnalités, les citoyennes et les citoyens participent de la construction politique que nous souhaitons. Juste une dernière question très vite avant que votre contradicteur arrive. Un parti de gauche corse, ça vous semble possible ? Eu égard les rapports qu'il y a avec les états-majors nationaux. Nous sommes le Parti communiste français. Je le dis, nous voulons travailler à un rassemblement de toutes les forces aujourd'hui qui veulent à la fois faire échec à la politique mise en œuvre par Macron et ouvrir une perspective politique qui soit un débouché au mouvement social qui se développe. Donc, à partir de là, le champ est vaste, si je puis dire. En tout cas, nous voulons y prendre notre place. Mais il ne faut pas tourner cette page du Parti communiste français. On a l'impression, surtout en Corse, que vous êtes à contre-courant du sens de l'histoire. Non, on n'est pas à contre-courant du sens de l'histoire, on est à contre-courant du système qui, y compris en Corse, crée autant de pauvreté, de précarité, de difficultés pour le peuple et les travailleurs. Alors nous arrivons à la deuxième partie de notre émission avec Hugo Trabunt. Aujourd'hui, c'est un membre de la France Insoumise, Robin Demare, qui va être votre contradicteur. Bonsoir et merci de votre présence sur ce plateau. Vous souhaitiez, Michel Estève, animer un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Ce sera un membre de son mouvement. Vous avez 10 minutes pour débattre. Bonjour, donc du coup, je suis étudiant, donc membre de la France Insoumise, aussi animateur d'un groupe d'action à Ajaccio, de la France Insoumise. Avant toute chose, je souhaiterais faire un aparté sur les luttes sociales du moment. Je tiens à dire que la France Insoumise et donc la Corse Insoumise est pour la convergence des luttes. Et sur ce principe-là, à plusieurs endroits en France aujourd'hui, il y a prévu des manifestations unitaires, dont samedi 14 avril à Marseille, le PCF en fait partie, la France Insoumise en fait partie, Sud Solidaire en fait partie, la CGT en fait partie, pour dire non à Macron. Il y a l'association Attaque aussi, et d'autres associations, syndicats et partis politiques. Donc ça, c'est la première chose sur la convergence des luttes. Et il y a aussi le 5 mai, samedi 5 mai, donc un samedi pour que tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas directement attaqués pour l'instant par la politique d'Emmanuel Macron, sur les attaques services publics, etc. Donc un samedi, on n'a pas besoin de faire grève pour la plupart des gens. Et on peut se rassembler tous ensemble pour faire un non unitaire, justement. Donc le 5 mai, c'est à Paris, à l'appel de Ruffin et Lordon. Donc, pour rappel, c'est ceux qui avaient fait Nuit debout. Et là, c'est pas pour faire Nuit debout, c'est pour aller plus loin. Lutter, c'est le moment, comme avait dit Lordon. Le 1er mai, le 1er mai, c'est un autre type d'expression, enfin de manifestation. Mais là, je parle de manifestation unitaire un samedi. Et le 1er mai, c'est une manifestation unitaire aussi. Oui, mais ce n'est pas un samedi, je parlais de... Parce que tout le monde connaît le 1er mai. C'est une grande mobilisation sociale dans l'histoire du mouvement ouvrier. Oui, parfaitement. Et donc, elle a son intérêt et nous allons travailler aussi à la réussite du 1er mai, comme à toutes les manifestations qui peuvent être organisées en ce moment avec l'ensemble, je dirais, des salariés et des citoyens, mais sans se substituer, et c'est un peu la crainte que j'ai dans ce que j'entends, sans se substituer aux organisations syndicales, parce que je crois qu'il faut aussi respecter ce que font les organisations syndicales et le choix qui est le leur dans les entreprises, avec les salariés, pour créer, bien entendu, le rapport de force et les convergences entre les luttes. Vous savez, la France Insoumise a toujours été derrière les syndicats, quand c'était les syndicats qui appelaient à la manifestation. Et d'ailleurs, le PCF aussi, je vous la mets. D'ailleurs, jeudi 22 mars, j'étais à la manifestation. Après, l'histoire de la substitution aux syndicats, pour moi, elle n'est pas justifiée. Ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. En aucun cas, on essaie d'être un syndicat. Non, mais j'alerte sur ce risque-là. Il est réel. Il est réel dans ce que j'entends et ce que je vois. Et il faut faire, me semble-t-il, très attention de ne pas faire éclater le mouvement qui est en train de se construire. Parce que nous voyons et nous entendons aussi nos détracteurs expliquer qu'il y a une tentative d'OPA politique sur le mouvement social. Donc il faut être
très prudents. Alors, ce sont pour l'instant des manifestations unitaires. Nous y sommes sans retenue dans l'action et nous employons effectivement à ce que le mouvement social prenne l'ampleur suffisante pour faire reculer le gouvernement. Mais j'attire votre attention sur cet aspect des choses qui est un aspect important, me semble-t-il. Le PCF en faisait partie. Du coup, je parlais à Marseille. Le PCF local fait partie de la manifestation et donc il n'y a pas de prise d'OPA politique sur la manifestation. Le 14 avril, oui, j'ai entendu, oui. Mais voilà. Bon, ici, je tiens à préciser. Ici, c'est autre chose. Donc évidemment, il y a une attaque sans précédent sur les services publics, sur les acquis sociaux et nos droits sociaux aussi. Je m'accorde avec vous sur ce sujet-là. D'ailleurs, les services publics craquent. Dans les hôpitaux, ça tient que à nos personnels soignants, sinon ça serait déjà la dérive. Dans les EHPAD, il y a de la maltraitance du personnel sur les membres des EHPAD parce qu'il n'y a pas assez de moyens et donc du coup ils doivent s'occuper à toute allure de leurs patients. Justice, pareil, pas assez de moyens, des réformes néfastes. Et donc je voulais dire, ça suffit la privatisation programmée du rail qui va être aussi scandaleuse que l'a été la privatisation des autoroutes, donc au profit de certaines compagnies et pas du tout au profit des usagers, qui sera avec des prix du coup beaucoup plus élevés comme on a vu par ailleurs, comme sur les autoroutes d'ailleurs. Ça suffit les cadeaux aux plus fortunés, sans contrepartie, parce qu'on parle toujours de ruissellement, d'investissement qui va revenir, il n'y a aucune contrepartie. On sait très bien que ça va finir où ça, en bourse ou... puisque c'est ce que permet de faire aussi l'arrêt de l'impôt sur la fortune sur ces sujets-là. Ça suffit la division qu'on essaie de nous imposer par le gouvernement entre les travailleurs, les chômeurs, les salariés du public, du privé et les retraités et les employés. Et ça suffit aussi la privatisation des barrages hydroélectriques qui sont un des gros régulateurs de l'énergie en Corse et en France et par ailleurs partout dans le monde, et qui sont un des mécanismes principaux et plus importants pour la transition énergétique, ce qui m'amène à ma question. Quel est l'avis, votre avis, celui du PCF sur 100% renouvelable horizon 2050? Donc ça veut dire arrêt du nucléaire, arrêt du thermique, des énergies carbonées. Donc voilà ma question. Sur les énergies renouvelables, bien entendu, nous sommes favorables. Et je vous fais remarquer d'ailleurs que EDF aujourd'hui est en Europe un des principaux producteurs à partir de l'hydraulique d'énergie propre. Il y a ensuite, vous le disiez, le nucléaire, mais pour ce qui nous concerne, nous considérons qu'une sortie brutale du nucléaire est une vue de l'esprit. Compte tenu de ce que ça représente, à la fois sur la facture, je dirais, des consommateurs, mais aussi le nucléaire représente un grand impact sur la facture des consommateurs. D'un point de vue technologique, mais c'est grâce aussi à la production nucléaire que nous sommes encore dans notre pays, même si les tarifs augmentent démesurément dans des proportions qui sont inférieures à ce qu'on peut constater par ailleurs en Europe. Mais là, les factures vont exploser avec le grand carénage sur le nucléaire, de remettre au goût du jour les centrales qui auraient dû s'arrêter parce qu'elles arrivent en fin de vie. Si nous examinons par exemple ce qui se passe en Corse, parce qu'il faut aussi un peu parler de la Corse, me semble-t-il, lorsque vous avez la programmation pluriannuelle de l'énergie qui représente 3 milliards, ça nous ramène à la question de la solidarité nationale, et que dans ces 3 milliards, vous avez 1 milliard qui sont mis à disposition de la Corse pour renouveler le parc de production thermique sur Luciana, sur Ajaccio, et en même temps réaliser, le gazoduc, eh bien, vous aurez une production à partir du gaz qui sera nettement plus propre. Donc, je crois qu'il faut prendre, il faut prendre nettement plus propre. Et on a, je crois,
besoin de prendre en compte les choses dans leur ensemble et ne pas se précipiter de ce point de vue, parce que lorsque nous regardons ce qui se passe par exemple en Allemagne, l'Allemagne est en train de revenir sur la décision qu'elle a prise de sortir du nucléaire comme elle a fait, et on constate aussi qu'elle utilise beaucoup le charbon, ce qui, en termes de rejet de gaz à effet de serre, est particulièrement désastreux. Donc voilà. L'Allemagne n'a jamais augmenté la part de charbon après la sortie du nucléaire. C'est ce qui se passe actuellement. Non, c'est une intox. Ah bon, c'est une intox, alors ça va, si vous le dites. Ah ben je peux vous le confirmer avec les chiffres. Hein. Leur part de charbon n'a pas diminué, mais il n'a pas augmenté depuis la sortie du nucléaire. Oui, mais donc il y a d'autres problèmes. D'ailleurs, leur part d'énergie renouvelable augmente tous les jours, et beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des investissements. La France Insoumise, on prévoit d'investir 100 milliards dans la transition écologique. Donc ça concerne plusieurs trucs, les logements, la rénovation des logements, surtout le pilier, c'est les énergies. Très vite, on est presque là. Oui. Et du coup, ça créerait 800 000 emplois à 1 million. Donc ça, c'est pas le pins de Gattaz, hein, c'est pas les 1 million de Gattaz, c'est des vrais millions d'emplois. Et les emplois des gens qui travaillent déjà dans le nucléaire, ils ne seraient pas menacés parce qu'il faut sortir du nucléaire en premier lieu, et c'est un sacré travail. Et pour ça... Le temps est terminé. Très vite, répondez, si vous voulez répondre sur ce point. Non, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment parlé de ce qui se passe dans notre région. Ça aurait été intéressant de connaître vos positions après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et du soutien qu'il a apporté d'ailleurs à la majorité régionale à l'occasion des dernières élections territoriales. En tout cas, ce qu'il a dit le prêtait à le croire. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce débat. Merci beaucoup. Mes deux confrères vont regagner leur place pour la dernière partie de Contraste consacrée au débriefing. Et c'est Patrick qui s'y attelle le premier. Alors, la dernière fois que nous avions reçu Michel Stéphan, j'avais dit, Michel Stéphan, que vous étiez en quelque sorte le dernier des Mohicans, l'un des derniers communistes purs et durs. On ne peut pas dire que depuis les choses se soient arrangées. Au contraire, vous, les communistes, vous avez disparu de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, alors que vous y étiez depuis le début, 1982. Et vous, personnellement, Michel Stéphan, vous y étiez depuis 1988. Vous y avez siégé près de 30 ans, avant donc de perdre en décembre dernier. Vous avez été balayé par la vague nationaliste. Comme au niveau national, les communistes, vous avez été emportés par la vague macroniste, puis achevés ou presque par votre meilleur... Je vous fais remarquer quand même que nous avons un groupe à l'Assemblée nationale et un groupe au Sénat. C'est pour ça que j'ai dit presque. Par votre meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon. Cela dit, cette voix, votre voix, Michel Stéphan, même stéréotypée, manque aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, tant l'opposition actuelle aux nationalistes semble faible, inaudible, en tout cas qui a énormément de mal à trouver ses marques. Les communistes appartiennent peut-être au vieux monde, mais les problèmes sociaux qu'ils soulèvent, les inégalités, les injustices sociales, minent toujours notre société, en Corse aussi évidemment, et ce ne sont pas les sempiternels débats institutionnels qui pourraient nous le faire oublier. Reste, Michel Stéphan, à vous réinventer, à dégager un espace politique. Ce n'est pas gagné, surtout qu'à vous entendre ce soir, vous n'êtes pas prêt à changer de logiciel politique, c'est le PCF et rien que le PCF. Alors Roger, ensuite vous répondez, Michel Stéphan. On est à peu près sur le même terrain, on est sorti... J'imagine. Non, pas forcément, il y a quelques nuances, il y a des nuances. On est sorti... J'espère qu'elles seront positives. La gauche est sortie sans élus et sans voix des dernières territoriales. Et on vient pourtant de retrouver une gauche et une voix, celle de Michel Stéphan. Certes, le ton et l'idéologie restent inchangés. Le credo est franchement antilibéral, mais dans un univers groggy, celui de la gauche aujourd'hui en Corse, dispersé façon puzzle aurait dit d'autres, il y a quelque chose de rassurant à voir ainsi que cette pensée persiste, quels que soient ces déboires électoraux.
On l'a dit, le terreau de la Corse, ce désespérant état de pauvreté, de précarité, devrait vous pousser sur le devant de la scène. L'ère du printemps social, pas forcément la résurgence de mai 68, qui n'avait pas forcément réussi alors au parti de gauche, pourrait encore vous vivifier. Mais tout cela vous renvoie, vous, Parti communiste, pour exister, à une autre cristallisation des forces, une cristallisation politique, celle-là. Vous avez dit tout à l'heure votre regard un peu désabusé, désenchanté sur une cohabitation avec les radicaux de Paul Jacob. Je pense que l'attitude des socialistes dans l'île ne doit pas vous encourager à tendre la main aussi. On l'a vu, il existe encore quelques divergences avec les insoumis, y compris même sur ce territoire, et pas seulement sur ceux qui portent la pureté de la pensée de Mélenchon. Et je pense que plus que jamais, pour exister aujourd'hui, se pose une question cruciale. Quel sera le choix des alliés que vous ferez demain dans la vie politique corse? Alors vous répondez aux deux. Je ne pense pas que la question se résume au choix que nous allons opérer avec d'éventuels alliés, mais plutôt aux conditions que nous serons capables de créer pour que dans cette région, celles et ceux qui véritablement ont besoin d'une politique qui prenne en compte leur situation au point de vue social soient attendus. Et là, bien entendu, nous avons un champ qui est beaucoup plus large au plan politique. Et c'est ce champ-là que nous voulons investir aujourd'hui, en analysant bien sûr ce qui s'est passé, mais je dirais en regardant aussi l'avenir. C'est ce que nous faisons. Et un échec électoral n'est pas la mort pour ce qui nous concerne. Et nous restons le Parti communiste français avec son histoire, une belle histoire. Pour vous réinventer ou pas, c'est carrément une question de survie. Il ne faut pas se cacher les choses. Un parti... Mais nous vivons. Alors pourquoi nous dire c'est la question de la survie? Nous vivons, nous sommes là, sinon vous ne nous auriez pas invités. Lorsque je regarde ce qui est la réalité sociale et économique dans notre région, eh bien, je pense qu'il y a, si nous parvenons bien entendu à faire entendre ce message, et vous nous le permettez ce soir, mais nous avons aujourd'hui dans cette région des inégalités et une pauvreté. Sur le constat, tout le monde est assez d'accord. Il y a d'autres forces politiques justement, qui font le même constat que vous. Ils font le constat, mais ils ne disent pas pourquoi nous en sommes là. Nous disons pourquoi nous en sommes là. Quand vous avez dans cette région un consortium qui concentre tout le pouvoir économique, 1 milliard de chiffre d'affaires, disent-ils, qui aujourd'hui ont la maîtrise sur près de 25 000 emplois, qui sont responsables avec la distribution pour l'essentiel de la cherté de la vie. Vous avez une minorité qui capte la solidarité nationale à son profit, non pas en totalité, mais une bonne partie. La question de la redistribution des richesses est posée dans notre région. Et c'est pour ça que nous considérons, par exemple... Mais sur l'aspect social et économique, les gens peuvent vous rejoindre. Mais est-ce que le débat, ça va être... Ce n'est pas la réforme institutionnelle... Moins que le constat, est-ce que la question aujourd'hui, c'est pas dire quelle solution on y apporte? C'est ce que je suis en train de dire. Nous, on nous dit réforme institutionnelle. Nous disons, pour faire la clarté sur vous opposez les deux? Nous disons, pour faire la clarté sur les 194 millions d'euros de réfaction de TVA qui sont détournés par la distribution au détriment des consommateurs. Vous avez été au pouvoir de 2010 à 2015. Mais nous nous sommes battus. Vous n'êtes pas si vieux. Mais nous nous sommes battus, vous vous en souvenez là-dessus, et nous avons été minoritaires et parfois très minoritaires. Nous étions quelquefois le seul groupe à voter les motions que nous présentions à ce sujet dans l'hémicycle. Vous étiez dans la majorité, être minoritaire, c'est assez paradoxal. Ben oui, mais c'est aussi la réalité du rapport de force politique. Vous étiez dans la majorité, vous avez voté tous les budgets aussi. Globalement, vous souteniez la politique, même si sur un certain nombre de points, vous avez émis des critiques. Je vous remémore ce que nous avions voté contre les politiques des transports, contre les politiques économiques, contre un certain nombre de dispositions qui découlaient des politiques européennes, contre la collectivité unique, mais voilà, ça n'a pas été suffisant. Nous l'avions dit que nous étions dans le cadre d'un accord où nous n'avions pas
de programmes, je dirais, communs. Donc voilà, c'est aussi ça la réalité. Mais j'attire votre attention sur ce qu'est aujourd'hui la situation économique et sociale de la Corse et la politique que cela implique de notre point de vue et qui ouvre un champ, bien entendu, au rassemblement. Sur le fond, sur la refondation, est-ce qu'il y a un calendrier déjà prévu, selon vous La refondation, ça veut tout dire et ça veut rien dire, excusez-moi, mais nous allons, bien entendu, et nous avons déjà commencé, travailler à ce que ces forces-là, qui aujourd'hui sont en quelque sorte privées, je dirais, de voix, eh bien, se rassemblent et puissent se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Ça passe bien entendu par le mouvement social, ça passe aussi par le rassemblement dans le respect de la diversité de ce que nous pouvons représenter les uns et les autres, en se situant à gauche, mais dans une gauche antilibérale, avec un contenu politique de combat contre la politique du gouvernement Macron, contre la politique qui est mise en œuvre, y compris par l'exécutif régional, et qui entre, je dirais, dans le moule libéral du pacte girondin. Eh bien, de ce point de vue, nous ne fermons la porte à personne pour ce qui nous concerne. Bon, malgré les échecs successifs, pour le parti, l'histoire n'est pas finie? Pas du tout, au contraire, et vous verrez que ce parti qui a déjà une longue et belle histoire continuera à écrire une longue et belle histoire. Eh bien, Michel Stéphanie, ce sera là votre conclusion qui se veut optimiste. On verra si l'avenir le confirmera. Merci en tout cas d'avoir participé à ce contraste, Roger, Patrick. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera François-Xavier Cecoli, le maire de San Giuliano et conseiller territorial qui est membre du groupe La Corse dans la République. Intanto passatevi una buona settimana e una buona serata.